Sans plus tarder, c'est un honneur pour moi d'inviter mon cher maître, professeur Friga, pour nous présenter un thème très intéressant sur le retour d'expérience sur l'optimisation du workflow et le management des difficultés d'interprétation d'une ligne d'hématologie automatisée. Merci, cher modérateur, chers collègues. C'est un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, pour discuter d'une thématique sur l'automation, l'optimisation et la gestion des pièges dans la paillasse d'hématologie. Donc, je remercie également Salem qui m'a invité pour parler de ça il y a 2-3 semaines. Donc, il y avait la biologie des cancers et il y avait les pièges. Donc, j'ai préféré les pièges par rapport au public qui est un peu polyvalent. Donc, il est plus intéressant de parler sur cette optimisation au niveau des laboratoires. Donc, premièrement, je déclare aucun conflit d'intérêt. Donc, ce qu'on va parler, c'est les équipements ou les systèmes qui existent chez nous actuellement. Donc, il n'y aura pas de photos d'équipement ou autre. Il n'y aura aucune incitation pour l'utilisation d'une technologie ou autre par rapport à d'autres. Donc, en introduction, voilà. L'organisation du flux de travail est une tâche majeure de la gestion de laboratoire, quelle que soit sa taille. Récemment, les laboratoires cliniques ont commencé à adopter des optimisations de workflow, c'est-à-dire des flux de travail, et de performance en utilisant des méthodes efficaces, en général, importées du domaine de l'industrie. Par exemple, la mise en œuvre réussie de la méthode Lean Management, ça veut dire fin, Six Sigma, 6 écarts types, a permis d'améliorer considérablement tous les indicateurs de performance. Donc, ça a été utilisé dans plusieurs domaines, en aéronautique, en industrie automobile, électronique, même pour minimiser la perte des bagages dans les compagnies aériennes. Cette méthodologie d'amélioration de la qualité a le potentiel d'améliorer considérablement pour les laboratoires cliniques. Pardon. La problématique de la paillasse de l'hématologie. Premièrement, nous avons la numération de la formule sanguine, l'hérétique, les frottis. Nous avons la numération des cellulaires, des liquides biologiques et autres. Donc, nous avons une multitude de problématiques. C'est un peu complexe. Premièrement, la FANAS, c'est l'examen le plus prescrit dans le laboratoire et qui concerne plusieurs situations. Donc, on ne le prescrit pas par rapport à un diabète, mais par rapport à une multitude de situations cliniques, médicales, chirurgicales, diagnostiques, préventives, monitoring et tout. Donc, le contexte, il est un peu difficile pour orienter une validation précise. La particularité des délais de l'urgence, surtout si on a 500-600 FNS, donc quels sont les échantillons prioritaires, pas par rapport à la réalisation, c'est surtout par rapport à la validation. À défaut, les laboratoires s'organisent en laboratoire d'urgence et en laboratoire de routine et d'examen spécialisé. Donc ça, c'est un peu mauvais par rapport au workflow. Il y a aussi le nombre élevé de paramètres. Donc, on donne un seul résultat, mais qui comporte plus de 80 paramètres. On peut reporter 32, 33, 30 paramètres. Donc, c'est difficile. Déjà, entre la lignée rouge, la lignée blanche, les plaquettes. Donc, c'est vraiment... Il y a aussi des matrices différentes et très hétérogènes. Quand on prend le son total, le DTA, quel que soit K2, K3, ou on prend les liquides biologiques, ou pour les centres de transfusion qui font le contrôle qualité des produits sanguins labiles, qui sont eux-mêmes différents. Il y a les concentrés de globules rouges, hématocrite très élevé, des leucocytés, donc le taux de blanc est sous la limite de détection des équipements usuels, donc ça nous pousse de faire de la cytométrie, etc., ou autres méthode approuvée. La même chose pour les plaquettes, les concentrés de plaquettes d'aphérase au standard. Donc, ils ont un taux élevé supérieur à la limite de la linéarité. Donc, c'est très difficile. Donc, c'est vraiment des matrices différentes. Il y a plusieurs méthodes à la fois, l'impédance, photométrie, cytométrie, etc.
une autre qui nous concerne tous et qui touche le patient, mais qui touche aussi l'image de marque d'un laboratoire, surtout quand il n'est pas bien averti, il n'est pas bien formé, ou tout simplement qu'il a un workflow important, un nombre de prélèvements important et plusieurs qui valident à la fois. C'est très difficile pour un chef de service ou un chef de laboratoire de maîtriser la validation de tous les comptes rendus. Il faut dire que c'est un défi quotidien. C'est une problématique réelle auquel personne n'échappe. Personne n'échappe. C'est pour ça qu'il faut une méthodologie et des outils adaptés. Il y a aussi des contraintes liées à la validation technique et biologique qui concernent aussi les pièges. On va voir des exemples. Il y a la nécessité dans certaines situations de RORAN, du frottis, de tests réflexes et complémentaires. Dans quelle situation on doit le faire? Est-ce qu'on a loupé, on n'a pas loupé un test réflexe ou un frottis? Est-ce que ça impacte le rendu de résultat? Est-ce qu'on rend un résultat partiel sans validation par frottis, par exemple? Donc ça, c'est des problématiques quand même qui touchent le chemin clinique, c'est-à-dire la décision diagnostique ou thérapeutique, mais encore une fois, qui touchent l'image du marque du laboratoire, surtout quand c'est fréquent. Il y a aussi le frottis sanguin qui est opérateur dépendant. En plus, il y a la fatigue oculaire, il y a l'expertise qui manque dans certaines situations d'absence, les congés, les maternités, etc. Et juste après l'opérateur dépendant et avant le contrôle qualité, c'est la principale contrainte à l'accréditation ISO 15189. Donc, par rapport aux méthodes quantitatives automatisées, donc, nous avons des échantillons de contrôle qualité, de l'analyse de risque. Mais pour le frottis, donc c'est une habilitation du personnel. L'accréditation, c'est la reconnaissance de compétences. Et donc là, c'est un élément un peu critique par rapport à l'accréditation. Il y a aussi le problème par rapport à la biochimie, la stabilité, la disponibilité, l'exploitation des échantillons de contrôle qualité. Le problème chez nous, c'est la disponibilité, d'abord. Sincèrement, c'est la disponibilité. La stabilité, la durée courte, 4-5 semaines, plusieurs fois, ça se périme, on en a discuté hier dans l'état des lieux de la biologie, au niveau de la douane. Donc ça c'est un souci important auquel ça impacte directement notre activité. En plus, il y a des considérations économiques multiples, donc pour la maîtrise du coût du test, donc on doit paramétrer plusieurs éléments. Hier, on a discuté, la majeure partie font moins de 30 dossiers jour. Si on fait 2 niveaux, si on a un seul équipement, 2 niveaux par jour ou 3 niveaux par jour. Si on fait 3 niveaux par jour, c'est 20% des FNS qui vont partir en contrôle qualité. Ce n'est pas efficient, ce n'est pas rentable. Donc c'est pour ça on doit voir les choses autrement. Pardon. Voilà. La démarche méthode, donc, globalement, comment on a raisonné, donc ce n'est pas uniquement pour l'hématologie, c'était pour l'organisation de tout le service, que ce soit pour l'activité biologique ou pour l'activité transfusionnelle. Donc c'est des classiques de la démarche qualité, donc vous connaissez, le plan de Check Act, c'est l'amélioration continue. Donc ce n'est pas une rupture de pratique ou de technologie, mais c'est vraiment de l'amélioration dans le temps depuis 2017. Et l'outil ou la méthode la plus puissante, c'est la cartographie de la chaîne de valeur. Donc, la première semaine de notre installation en septembre 2017, on a chronométré pendant une semaine toutes les activités du service, en filmant tous les processus et toutes les activités, de façon à voir le potentiel d'amélioration, où on peut diminuer, on voit les tâches qui n'ont pas de valeur, etc., etc. Il y a aussi l'AMDEC pour l'analyse des risques, elle est très importante. Donc, d'où l'importance d'une démarche Lean. On va le voir comment elle apporte l'automation quand on fait des analyseurs couplés à des étalateurs collaborateurs, couplés à des imageurs numériques, c'est-à-dire des microscopes numériques, comment ils vont éviter toutes ces... La 5S, donc c'est un petit peu l'organisation du poste de travail, surtout quand on a des activités manuelles, surtout par rapport à la coloration, par rapport à la recherche des échantillons auxquels on doit faire un frottis, que ce soit pour vérification de thrombopénie ou pour l'équilibre, etc. Les 5 zéros, c'est un petit peu les zéros gaspillage, surtout par rapport au délai, par rapport au papier, par rapport ces zéros défauts au début. Donc, c'est le contrôle qualité qui l'assure. Donc, nous avons commencé par le contrôle externe de la qualité. Donc, c'est une fois par mois, c'est les ECAS de Biorad.
Donc, on avait les ADVI à l'époque. Et maintenant, nous avons les contrôles internes qualité, les XN, qui sont externalisés par la suite par le système Carsphere. Voilà. Le déroulement de ce projet, c'était d'abord un état des lieux, l'aménagement des locaux, donc on a cassé tout, on a fait un open space, donc on a fait un open space, voilà. Voilà le laboratoire encadré, et la partie 12, c'était toute la cytologie. Donc on a réduit fois 7 la superficie dédiée à cette activité, tout en augmentant les performances par rapport au TAT, par rapport à nouvelles activités, les liquides biologiques, etc., la cytométrie nouvelle génération, et tout. Donc ça, c'était des préalables, donc l'aménagement des locaux, un cahier des charges, et c'est le point le plus important dans cette histoire. C'est un point pour vous sensibiliser sur l'importance d'identifier le besoin. Donc il y a plusieurs offres qui peuvent être soumises. Quelle est la meilleure qui répond à vos besoins selon vos critères? Donc concernant le Total Laboratory Automation, pas uniquement l'hématologie, il y a aussi pour la sérologie, il y a pour les autres, et même pour la cytométrie. Nous avons une TLA pour la cytométrie. Et les solutions logicielles, que ce soit, bon, le LIS, il a été, c'est vrai, mis bien avant, mais qu'est-ce qui est compatible avec cette solution LIS comme middleware et système de validation ou solutions expertes. Donc ça, c'est très important. On le met dans un seul cahier des charges pour être en harmonie. Donc l'installation de la formation, donc l'attributeur, c'était Sysmex, c'était le seul qui a pu répondre à nos exigences par rapport aux matrices, par rapport à la validation marquée CE-IVD, par rapport au contrôle qualité externalisé et tout. Donc c'est quoi cette chaîne? C'est 2 équipements. Donc le professeur Larfi, il a placé déjà bien avant nous, donc je ne sais pas s'il a 1 ou 2. Donc chez nous, c'est 2 équipements XN10 avec un étalateur colorateur avec un DI 60. Ensuite, on a installé le Carsphere. Après, c'est l'extended. Et puis, comme système expert de validation technique et de biologie. Après, l'évaluation continue. Donc ça, c'est la fiche technique. Je passe. Donc voilà, on a cassé tout. On a fait un open space. Donc c'était le début avant l'installation de la chaîne. Vous n'allez pas voir les images de... Donc ça, c'était la première chaîne concernant la sérologie, auquel on devait intégrer au fur et à mesure l'hémostase et tout ce qui peut être connectable, y compris la chaîne ou les chaînes hématologie possibles. Donc là, vous ne voyez pas la chaîne d'hématologie. Donc ça, c'est la première installation. Il n'y a aucune publicité là-dedans. Donc concernant le contrôle interne, il est obligatoire pour cette démarche. Déjà, pour être éthique avec le patient, on doit savoir ce qu'on est en train de réaliser. Nous avons l'obligation de résultat. Et c'est le maillon faible de la paillasse d'hémobiologie de façon générale et la cytologie de façon particulière. Donc, on a eu la chance d'avoir et de lancer le système Carsphere. Hier, j'ai eu l'honneur de modérer la séance de David Péchard, l'expert Sysmex du Carsphere. Il a vraiment étayé cette... Donc, à la fin, nous avons soit un rapport mensuel, soit un rapport de lot. Mais le résultat de l'externalisation du contrôle qualité, d'abord, on fait passer le contrôle de façon automatique. On le met, il va le détecter avec le mode contrôle. Ça, c'est très important. C'est un mode à part. On ne peut pas utiliser n'importe quelle matrice pour le contrôle qualité. Deuxièmement, le reporting, il se fait sur l'analyseur. Ensuite, il est envoyé immédiatement au serveur. Donc, il n'y a pas de données patients, professeur Larfi. Donc, il y a une cybersécurité qui est assurée. C'est juste les données du contrôle qualité. Donc, je comprends la sensibilité de la question. Donc, en plus, il y a une comparaison dans les 2 jusqu'à 4 minutes au maximum. C'est-à-dire, avant de commencer à faire les analyses médicales, je pense, sinon vous auriez été bien avant nous, s'il n'y avait pas cette contrainte. Je comprends. Voilà. Donc, en 2-3 minutes, nous avons notre position devant 1600 ou 1700 laboratoires à l'international. Bon, à l'international, 80% des pairs, des groupes de pairs qui ont
la même machine, XN, même lot, se situe en France. Ça veut dire que tout le monde est accrédité. Le reste en Allemagne, l'Europe, quelques-uns aux Émirats et Qatar, qui sont tous CAP. Donc notre groupe de comparaison, il est à 99% virgule accrédité. Donc là, c'est une grande assurance. Donc nous avons toutes les performances, paramètres et par paramètres. Donc ça, c'est une étape très importante avant de déployer les règles expertes. Parce que si on a un CCMH qui n'est pas maîtrisé, donc toute la conduite par la suite sera erronée et ça va affecter le workflow. Donc j'insiste sur cette partie. Donc ça, c'est un petit peu ce que donne de façon synthétique le rapport. Voilà. Ensuite, nous avons procédé, après la maîtrise du processus sur le plan statistique, après 5-6 mois, une préparation minutieuse des règles et le paramétrage de l'extended EPU, parce que c'est une rupture de pratique au niveau du service. Donc il y avait le risque de résistance et le risque de retard de rendu de résultat. Donc il fallait agir vraiment de façon très rusée, pour ne pas dire très intelligente. Voilà, donc l'extended EPU, c'est un ensemble de règles. Hein. Donc essentiellement, il y a 7 grandes familles qui s'appliquent sur les principales situations. Le plus important, c'est qu'il est marqué CE-IVD, c'est-à-dire on peut l'utiliser de façon sûre pour rendre un résultat chez le patient. Donc la principale difficulté, c'était comment paramétrer ce système expert qui vient entre l'analyseur, la machine et le LIS. Donc vraiment, c'était un va-et-vient entre Sysmex France et notre LIS et nous-mêmes. D'ailleurs, il y a même des imperfections par rapport à la transmission des commentaires de validation. Donc ça, c'est un point très important. Bon, nous avons fait l'essentiel pour les autres qui vont disposer de ce logiciel, mais ce n'est pas vraiment fameux hein, par rapport à ce point-là, la connexion au LIS. Donc il y a un ensemble de règles qui concernent surtout la partie analytique et la partie de validation. Donc il permet un accès aux graphes et aux alarmes donc, à distance. Nous avons une licence avec 20 postes de Microsoft Server, de Sysmex, qui nous permet d'accéder à distance. Donc comme si nous sommes devant l'analyseur, mais à distance avec tous les renseignements cliniques et analytiques, permet de faire les tests de réflexe automatiquement. Hier, dans la séance d'hier, on a vu notre chère Tunisienne, collègue, qui a dit que devant une CCMH élevée, on fait chauffer pendant 30 minutes à 1 heure à 41 degrés ou à 37 degrés le prélèvement, puis on refait. Puis il y a un reporting, donc il n'y a pas de traçabilité. Donc j'ai dit, si vous avez l'extended, vous pouvez le faire en 2-3 minutes. Voire même pas, juste une prise de 40 microlitres à peu près, même pas, quelques microlitres, et avec 41 degrés. Donc ça, c'est l'importance du test sans intervention humaine. Donc voilà, donc le plus important, c'est l'amélioration du flux de travail et de productivité. On l'a vu parce que nous avons maintenant instauré une procédure interne de mettre tous les donneurs de sang sous FNS systématique. Parce que nous avons fait une étude et la carence en fer, vraiment c'est un grand souci. Ça nous permet d'espacer les dons, au lieu de 5 dons maximum, 1 à 2 dons, selon le degré de la carence, mais aussi éthiquement, on doit informer le donneur par rapport à son anémie. On va voir un cas par la suite. Donc ça, c'est en général les conduites à tenir classiques ou de la pratique actuelle, usuelle, par rapport à une CCMH augmentée. Donc en général, c'est la glutume froide. On a donné l'exemple, on doit chauffer 1 heure. Donc ça, c'est les problèmes de workflow. Si on a 1 à 2 prélèvements au jour, donc vous imaginez la main-d'œuvre qui va être mobilisée, s'il y en a, si elle est disponible. En général, c'est les résidents. Maintenant, on a 1-2 résidents par service de première année, selon le dernier arrêté. Ce n'est pas la faute de nos doyens, c'est la faute du ministère de la Santé hein, qui a jugé autrement les choses. Donc maintenant, Mustapha, on le sait par rapport au débit et le manque de personnel. Il y a tout ce qui est photométrie, donc c'est la formule de la... 2 minutes. Donc il y a la lépimie, l'hémolyse, la pathologie. Il vous reste 5 minutes.
Ah, 5 minutes, d'accord. Donc ça c'est important à connaître pour... C'est juste un exemple là où on va appliquer la règle CDCO. Donc ça, c'est un petit peu c'est les travaux de Berda Haddad à Marseille, donc qui a publié ce travail. Donc il est connu, c'est un classique maintenant, qui a été adopté et qui a été évalué quand on voit l'évaluation des performances en multicentrique. Ça s'appelle données de Mustapha, hein, pour vous dire que sur 400 analyses provenant de 5 CHU, 95% des échantillons à ces CMHLV sont disponibles dans l'Excel et puis en 8 minutes 45. Donc ça, c'est vraiment une grande valeur ajoutée par rapport au workflow. 93% des agglutinines sont correctement résolus. Avant, je recevais des plaintes. Sincèrement, je recevais des plaintes de certains chefs de service parce que quand on valide 500, 600 FNS, hein, je rentre en tant qu'administrateur, je vois que le résident, il met 3 secondes en général, ou là, en moyenne, pour valider un contrôle, pour valider un compte rendu. Donc forcément, il y aura l'erreur. C'était pas une fois, ça m'est arrivé à 2 reprises des erreurs graves avec le même résident. Ouais, donc c'est une sécurité pour les responsables de laboratoire, mais aussi pour les cliniciens. Donc ça, c'est les différentes situations. Donc je passe pour gagner du temps. Voilà. Donc ça, c'est le premier cas, c'est une drépanocytose homozygote âgée de 7 ans. On l'a reçu sans demander un diagnostic d'hémoglobinopathie. Hein. Donc accident d'hémolyse pour le clinicien, un tableau anémique, voilà. Aucun antécédent pour les prescripteurs familiaux ou personnels. Donc voilà l'hémogramme, ce qu'il donne 10 grammes, un VGM 73. Donc voilà, ça c'est les flags, ça ce qu'on voit en général dans nos laboratoires. Donc c'est ça ce qu'on traite. Avec une intelligence artificielle approuvée ou des algorithmes approuvés, on va voir ici, donc il parle de réticulocytose. Donc il a fait déjà un test de réflexe et il a trouvé une réticulocytose. Donc ça, c'est les flags. Donc les règles externes de l'IPU, donc ils ont posé la question de lymphocyte anormoblaste, il fallait faire une lame, et une suspicion d'une hémoglobinopathie, faire une lame pour morpho et électrophorèse de l'hémoglobine. Bon, le tableau, ce n'était pas vraiment évocateur à 7 ans. Bon, on a fait là, c'est pas pathognomonique d'une drépanocytose, ni hétérozygote ni homozygote. Donc sur ce champ-là. Voilà, ça c'est les résultats du frottis sanguin demandés par l'extended EPU. Donc on a trouvé un seul drépanocyte sur les champs qui ont été étudiés. Un seul drépanocyte. L'électrophorèse a trouvé 60% d'hémoglobine S et 37% d'hémoglobine F. Donc vous voyez l'importance ou la puissance, voilà, c'est la puissance de ces règles expertes couplées à une chaîne automatisée pour rendre les résultats dans la matinée. Sachant que dans les perspectives, on l'a fait avec un Capillaris 3 Terra de Sebia, sachant que la chaîne automatisée, elle peut coupler une HPLC, un G11, voire 2, voire plus. Vous pouvez intégrer pour la ligne EDTA l'hémoglobine glyquée si vous voulez, ou juste pour l'électrophorèse d'hémoglobine. Donc quand il... Oui. Ah merci, c'est gentil. Donc c'est la chaîne qui va intégrer directement, c'est le même rack. Hein. Bon, c'est entre japonais, Tozo et Sysmex, ils ont bien trouvé la situation. Donc ça c'est un cas très, très parlant, il est récent. Donc, et le test de information était positif. Donc le deuxième cas, c'est une hémoglobine le porc. Donc je vais faire vite parce qu'il y a plusieurs cas qui ont été soigneusement travaillés par les résidents et les assistants en 2 jours pour cet événement. Donc là, il donne, c'est l'extended EPU qui donne suspicion d'hémoglobinopathie hétérozygote, fer électrophorèse de l'hémoglobine. Donc, bien sûr, ce système, ce n'est pas un système de dépistage des hémoglobinopathies. Hein.
pour qu'on soit d'accord. Il ne va pas remplacer l'approche classique, mais il aide à la décision, il facilite et surtout il nous fait gagner, du temps. Voilà. Donc ça c'est un cas d'hémoglobinose O arabe. Oui, donc la même chose. Oui. Oui. Professeur Friga, s'il vous plaît. Oui. Ah, je vais. Donc voilà, vous avez compris tout ce que c'est très utile, ça fait gagner du temps. Et c'est pas qu'on ne fait pas confiance à notre équipe, à notre personnel. Au contraire, ça permet de les aider à ne pas libérer à tort des comptes rendus qui posent problème. Donc, vous voyez, donc je passe rapidement. Donc, voilà, c'est les scattergrammes qui sont étudiés à distance par rapport au poste. Donc ça, c'est un avantage, sans pour autant être collé à l'appareil. Donc ça, c'est pour les équipes qui sont en validation, en plateau. Donc l'intérêt pratique pour vous, surtout la biologie de ville, vous pouvez vous organiser un pôle, hein, regroupez-vous 5, 10 laboratoires, et un seul biologiste médical peut valider ça à distance pour tout le groupe. Donc ça, c'est, même s'il n'est pas sur le plateau, hein, donc ça, c'est vraiment puissant. Il y en a un. Voilà, donc ça, c'est des messages que donne l'équipement, c'est-à-dire c'est l'analyseur en positive avec les différents flags et qui nous permet de valider par la suite. Bien sûr, ça concerne aussi les globules blancs. Ça concerne aussi il y a un cas de sphérocytose héréditaire qu'on n'a pas pensé. C'est l'Extended IPU qui nous a demandé de faire une lame et de faire le test à l'EMEA par cytométrie. Comme vous connaissez les problèmes de l'impartation, nous n'avons pas. On a fait un PIC test et ça a été positif. Donc la famille a été convoquée par rapport à ça. Donc ça, c'est des choses que quotidiennement, on ne fait pas attention. Hein. Je parle en connaissance de cause. Donc je vais partir directement au cas de... Donc ça, c'est la carence en fer. Hier, on a parlé de l'utilité de l'hémoglobine, de l'équivalent de l'hémoglobine réticulocytaire. Nous avons fait une étude et on n'était pas vraiment satisfait. On l'a fait sur la première étude sur 2100 donneurs. Sur 2100 donneurs, 2021 pardon, donneurs. Donc on a fait une FNS avec rétique, qui donne ce paramètre, plus une ferritine systématique. La deuxième étude qu'on vient de la boucler, on a rajouté une électrophorèse aussi systématique pour voir un petit peu les performances et pour voir est-ce qu'il y a une possibilité de faire du deep learning ou du machine learning, c'est-à-dire des nouvelles règles en quelque sorte. Donc, quand même, ça, c'est la fréquence importante de la carence en fer, c'est 10%, 4 fois plus pour les femmes. Donc, on peut faire des algorithmes. Toutes les femmes, tous les donneurs de sexe féminin, quelle que soit la régularité ou le nombre de dons antérieurs, on fait directement une FNS avec une ferritine, sur la ferritine sur le tube qui va faire la sérologie. Donc, c'est le même module. Donc, ce qu'on a trouvé dans ce cas, qu'il y a une faible sensibilité avec le premier cut-off, donc avec la courbe de Rock, on a essayé d'augmenter la sensibilité avec la spécificité, donc c'est une combinaison de 60 avec 31, donc c'était pas vraiment facile à faire. Et la même chose, s'il y a une association entre carence en fer et anémie. Donc pour vous dire qu'on ne doit pas tout le temps plutôt croire aux fiches techniques. Hein. Des fois, c'est fait sur des patients, soit des hémodialysés, soit pour les donneurs de sang, c'est autre chose. Professeur Friga, vous devez conclure. Je suis désolée, on a un temps à respecter. Il y a une troisième séance par la suite. D'accord. Concluez, s'il vous plaît. Donc, je sais que c'est hyper intéressant, mais on ne peut pas tout faire.
Donc, les performances techniques et le flux de travail d'un laboratoire d'analyse médicale, quelle que soit sa taille ou son activité, peuvent être améliorés en utilisant les méthodes et les outils de la qualité. Donc ça, c'est le message fort. Donc, quelle que soit la paillasse, quels que soient les équipements, la technologie. Donc, et c'est ça ce qui nous manque, je pense, dans les laboratoires algériens. Deuxièmement, la sélection de la configuration matérielle et logicielle à la fois est d'une grande utilité pour le pilotage de la performance du couple équipement réactif, mais aussi de la compétence du personnel. Donc, je ne parle pas uniquement tout ce qui est équipement. L'association des TLA, Total Laboratory Automation, avec l'intelligence artificielle, avec la recherche clinique, est prometteuse avec des enjeux vraiment multiples. Donc ça, c'est nos 4 certifications ISO 9001, 14001, 45001 et 27001, parce qu'il y a un data center qui gère l'extended EPU. Donc ce n'est pas une mince affaire. Hop. Ça, c'est nos certifications ECAS, pour dire qu'il y a une amélioration continue de petit à petit. Merci.